Bonjour à tous et bienvenue à votre émission hebdomadaire sur Business 24. Je suis Irène Bailly et vous suivez Business Matin Santé. Aujourd'hui, sur mon plateau, je recevrai tour à tour des spécialistes de la santé. D'abord, je recevrai un dentiste, un chirurgien dentiste pour parler avec lui de comment et pourquoi avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Et après lui, il s'agira d'aborder avec le docteur Jean-Paul Kwame la masturbation, les causes et avantages, inconvénients aussi de la masturbation. À la fin de cette émission, nous recevrons le docteur Bois, coach en santé, pharmacien. Avec lui, nous parlerons de l'importance de l'eau pour la santé. Merci de rester fidèle à cette émission. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin Santé et j'ai déjà mes invités, les deux premiers invités qui sont déjà installés. Bonjour chers invités. Bonjour Irène. Ce sont nos consultants aujourd'hui. Nous avons à ma droite le docteur Diaby Mohamed, il est chirurgien dentiste. Et à ma gauche, j'ai le docteur Jean-Paul Kwame, il est sexologue. Docteur, avec vous, je commence déjà. On parle de comment et pourquoi avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Alors, docteur, je voudrais savoir pour la première question, c'est quoi le but d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire? Le but d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est juste pour éviter d'être confronté à des situations pathologiques au niveau de la bouche comme le corps. Il faut en prendre soin. Donc tout est lié au niveau de l'homme, rien n'est dissocié. Donc autant on prend soin des autres parties du corps, il faut aussi prendre soin de la bouche. C'est ce qui peut expliquer la nécessité d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. On constate qu'il y a beaucoup de pathologies au niveau de la bouche lorsque nous avons une mauvaise hygiène bucco-dentaire, par exemple les mauvaises haleines, il y a la carie. Comment ça se manifeste? C'est vrai qu'on dira qu'on ne se brosse pas suffisamment, mais est-ce que c'est la seule raison? Je ne dirais pas que c'est la seule raison, c'est l'une des raisons principales. La mauvaise hygiène bucco-dentaire est l'une des raisons principales qui explique la survenue des caries, mais il y a d'autres facteurs. Il y a un facteur souvent génétique, familial, mais ce n'est pas un facteur déterminant. Le facteur principal, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Donc il faut vraiment assurer une bonne hygiène pour éviter d'être confronté aux situations de pathologies carieuses ou bien de mauvaises haleines ou des maladies de la gencive, telles que les gingivites ou les parodontites. Ça consiste à quoi concrètement, le fait d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut assurer le brossage quotidien. Le brossage, c'est d'abord une technique que malheureusement beaucoup de patients qu'on reçoit ne maîtrisent pas, enfants comme adultes. Ce n'est pas une question d'âge. Il y a une technique de brossage. Il faut bien l'intégrer pour pouvoir assurer une hygiène acceptable. Autrement, vous brossez et puis vous ne voyez pas les résultats. Donc, on reçoit des gens souvent à nos consultations qui disent « Mais docteur, je me brosse tous les jours, je change ma brosse régulièrement, mais je constate que malgré ça, j'ai des caries. Comment ça se fait ?» Donc, c'est ce qui explique ça parce que ces gens-là ne maîtrisent pas en fait la technique de brossage. Donc, il est conseillé que les gens viennent à nos consultations pour qu'on puisse les instruire de cette technique-là. Il y a aussi le détartrage. Le détartrage, ça doit se faire en moyenne combien de fois dans l'année et comment ça se fait? On se dirige vers qui? Forcément vers le spécialiste des dents qui est le dentiste. Mais est-ce que le dentiste est le seul habilité à opérer les détartrages? Oui, le dentiste est la personne idoine pour faire le détartrage. C'est vrai que d'autres personnes le font, mais ce n'est pas des gens qui sont habilités à le faire. Seul le dentiste est habilité à faire un détartrage. Et le détartrage, c'est fonction en fait des habitudes de vie des gens. Pour quelqu'un qui fume, pour des gens qui prennent du tabac ou bien qui ont d'autres habitudes alimentaires,
on peut suggérer des détartrages pratiquement tous les mois. Sinon, pour quelqu'un qui n'a pas d'habitude nocive, qui n'a pas des habitudes qui favorisent la survenue du tartre, en moyenne peut-être un détartrage dans l'année, ou bien 2 détartrages, voilà, selon, mais sinon, c'est fonction des habitudes de vie. On ne peut pas au préalable dire comme ça qu'il faut faire 2 détartrages, 3 détartrages. Quand quelqu'un vient en fonction de ce qu'on constate et des habitudes de vie de la personne, on peut lui suggérer de faire un détartrage de façon trimestrielle, semestrielle ou bien mensuelle. Voilà, docteur, dans le début de vos propos, vous avez parlé de la nécessité de se brosser les dents qui favorise une bonne hygiène bucco-dentaire. Et vous avez dit qu'il y a la manière de se brosser. Parfois, on a des problèmes bucco-dentaires parce qu'on n'utilise pas bien la brosse à dents, on n'a pas une bonne utilisation de la brosse à dents. Quelle brosse à dents faut-il pour nos dents et quel dentifrice aussi, parce que ça va avec? Les dentifrices, il y a des critères pour juger de la qualité d'un dentifrice. Mais ce que je peux dire, c'est que la plupart des dentifrices qu'on a sur le marché font l'affaire. Ces dentifrices-là respectent les critères pour être sur le marché. Un dentifrice, c'est comme un médicament, hein. Donc, il y a toute une procédure pour mettre sur le marché. Donc, autrement, ça ne peut pas se retrouver sur le marché. Donc, la plupart des dentifrices que nous avons font l'affaire. Ce qu'il faut relever, c'est souvent la méconnaissance en fait de la technique de brossage qui explique souvent la mauvaise haleine ou bien d'autres pathologies comme la carie dentaire et les problèmes de gencives. Maintenant, la technique de brossage, comme je vous ai dit, il faut que les gens viennent dans nos consultations pour qu'on puisse les instruire de cette technique-là. Pour la brosse à dents, on recommande d'utiliser souvent des brosses à dents souples, avec des broches souples. Quand vous allez dans le commerce, c'est marqué sur les manches des brosses, il y a brosse à dents souple, il y a médium et il y a dur. Mais nous, les dentistes, de façon générale, on recommande des brosses à dents souples parce que ça évite d'irriter souvent les gencives et les tissus buccaux. Mais autrement, les gens, quand ils vont acheter des brosses sans le conseil d'un dentiste, ils ont tendance à penser qu'il faut prendre des brosses à dents dures et que quand c'est dur, ça nettoie bien. C'est faux. Oui. C'est faux. C'est pas parce que c'est dur que ça nettoie bien. Au contraire, quand c'est dur, ça irrite la gencive et ça vous expose à d'autres soucis. Donc, il faut généralement prendre des brosses à dents souples. Parce que les brosses à dents souples peuvent bien s'insérer entre les dents, dans les zones interdentaires. Parce que quand vous prenez une brosse à dents dure, les broches étant dures, ça, non seulement vous enflammez vos gencives, vous faites des irritations de la gencive et après ça donne d'autres problèmes, notamment les rétractions des gencives, les érosions au niveau dentaire. Et ça encore, ça va vous exposer à d'autres situations qui vont être difficiles à gérer. Très bien. Docteur, on a sur notre plateau ici, je vais appeler ça comment? Non, c'est un modèle pour faire l'instruction. Ok. On a ça au cabinet très souvent. Quand les patients viennent que... Je vais toucher ici déjà la brosse. On peut toucher. Oui, vous pouvez toucher. Okay. Voilà. D'accord. Bon, c'est un peu souple. Si vous l'avez envoyé, c'est que c'est souple. Bon, là, moi, il faut dire qu'on n'est pas en bouche. On n'est pas en bouche. Okay. Donc, cette brosse-là, elle ne va pas forcément être souple, mais c'est juste pour faire une instruction. Donc, comment ça se fait? Généralement, quand on veut se brosser à la maison, nous, je vous emprunte votre brosse, on fait comme ça. Et on fait comme ça. Est-ce que c'est le bon geste? Voilà, sur le modèle, généralement, on fait comme ça. D'accord. Et on fait comme ça. Ok. Est-ce que c'est le bon geste, docteur? Non, c'est pas le bon geste. C'est pas le bon geste. Comme j'ai dit, souvent les gens font un geste, je dirais, mécanique. Là où il faut juste faire une technique. Il faut appliquer une technique. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de faire un geste mécanique pour être sûr qu'on s'est brossé, de bien frotter, non. Donc, il y a la manière d'attraper la brosse à dents. Il y a deux techniques qui sont recommandées par les dentistes. Il y a la technique du rouleau et puis il y a la technique des masses. Mais la technique qui est assez réputée pour la plupart des gens, qui est assez aisée, c'est la technique du rouleau. C'est-à-dire, la brosse à dents, il faut savoir la tenir. En fonction de la zone de la bouche qu'on veut brosser, il y a la manière de tenir la brosse à dents. Donc, à chaque zone de la bouche, des dents, il y a une manière de tenir la brosse à dents. Exactement. À chaque zone, il y a une manière de tenir la brosse à dents. Donc, je vais essayer de faire un exemple pour montrer aux téléspectateurs. On a la bouche qui est là, on voit, et la brosse, on doit brosser la zone supérieure droite. En haut, ici. Je montre pour que les gens voient. Donc, voilà comment il faut tenir la brosse. Je ne vois pas bien. C'est ça. C'est là, cette zone-là. Cette zone, on doit la brosser. Donc, il faut serrer les dents. Il faut insérer la brosse, comme ça.
on positionne la brosse. Les broches doivent être parallèles à l'axe des dents. Donc, pour brosser les dents du haut à droite ici, les broches de la brosse doivent être parallèles à l'axe. Donc, on brosse, comme on dit généralement, du rouge vers le blanc. Du rouge vers le blanc. Voilà, la gencive qui est rouge et les dents qui sont blanches. blanches. C'est ce que ça veut dire. Exactement, du rouge vers le blanc. Donc, on place la broche, on va dans la gencive et on descend vers les dents. Comme ça, les broches peuvent s'insérer dans les zones interdentaires, dans les espaces interdentaires correctement. Voilà, parce que le brossage, en fait, c'est une hygiène. C'est-à-dire quoi? Il faut vraiment enlever les débris. Or, les gens ont tendance à penser souvent ils font un brossage sans enlever comme les si on débris était en train alimentaires. de laver des habits. Voilà. Or, l'objectif du brossage, c'est vraiment de se débarrasser de tout ce qui est débris alimentaire. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de se brosser après les repas. Généralement, les gens, ils font le contraire. Le matin, les gens se réveillent et ils font un brossage. C'est pas bon. Généralement, docteur, c'est parce qu'on ne s'est pas brossé la veille après le repas. Donc, c'est un réflexe de se lever le matin et de se brosser les dents le matin. Tout à fait. Vous dites normalement, quand on se brosse la veille, après le repas, le matin, on ne devrait plus le faire. Oui, il faut faire on doit faire 3 brossages en principe. Mais on sait qu'avec les habitudes de vie, aujourd'hui, le quotidien, c'est difficile. Mais il faut assurer, il y a un brossage qu'il faut assurer quand même dans la journée, c'est le brossage du soir, avant de se coucher. Il est plus important que les deux autres. Il est plus important que les deux autres. Parce que la nuit, on va dormir la bouche fermée. Et si on ne se brosse pas, les aliments, le métabolisme se met en place la nuit pendant qu'on est couché avec la chaleur et ça favorise en fait la survenue des caries. Donc le brossage le plus important, c'est le brossage du soir. Et le matin, on peut ne pas le se matin, brosser. on se rince la bouche simplement et on mange. Sérieusement, si on veut se docteur. brosser le matin, il faut le faire après le petit déjeuner et non avant. Ok. Donc pour la zone supérieure. Voilà, donc on revient à notre technique. Pour la zone supérieure droite, voilà comment il faut placer la brosse à dents, comme ça. Je vais faire la simulation avec ma bouche. On place comme ça. Donc sur le modèle, ça va donner ça. Et on descend comme ça. Ok. On Du descend. rouge vers le blanc. Du rouge vers le blanc. Voilà. Comme ça. On descend. Donc pour la zone inférieure droite, on fait la même chose. On respecte le même principe. Du rouge vers le blanc. Donc on change la position de la brosse. On fait ça comme ça maintenant. Et ici sur le modèle, ça donne ça. Donc, c'est des petits coups qu'on place, mais ce n'est pas des faits comme ça, comme certains le font. Non, c'est faux, c'est pas bon. Mais quand on utilise votre technique, on a l'impression que c'est pas propre. Non, non, non. Pourtant, c'est la meilleure technique. Avec cette technique-là, vous assurez vraiment, vous vous débarrassez de tous les débris alimentaires. Parce que vous enlevez vraiment, dans les zones où les débris alimentaires vont s'insérer, vous enlevez ça. Mais c'est pas fini. Il y a, en fonction de la... Ensuite, on a la zone... les phases triturantes. Les phases triturantes des dents, ce sont les phases qu'on prend pour mastiquer, pour mâcher. Donc là, on place la brosse comme ça maintenant. Ok. Et on fait un mouvement progressif vers l'avant. De l'arrière vers l'avant. On fait comme si on massait les dents. Voilà, on fait comme ça. Pareil pour le bas. Pareil pour le bas. Pareil pour le bas. Et là, comment on appelle cette zone en face? Ici. La face antérieure. Oui, la face antérieure, je vais commencer par derrière, on va arriver à la face antérieure, mais il faut qu'on finisse ici, cette zone-là, parce qu'on n'a pas fini, il y a différentes faces. Là, on appelle la face du vestibule, le vestibulaire, ensuite les faces triturantes, et ici, c'est au palais, c'est la face palatine, et en bas, c'est la face linguale, pour les dents de bas, c'est la face linguale. Trop technique. Technique, d'accord. Donc, on a la face en dedans. Ça, c'est en dehors, si ça peut faciliter la compréhension. Donc, en dedans, on place la brosse comme ça, on ouvre la bouche et on place la brosse comme ça. Toujours, on respecte le parallélisme des broches avec l'axe des dents. Et on descend de la même façon. En bas, on place comme ça, pareil. Donc, maintenant, on arrive sur les faces des dents de devant. On place toujours, on respecte le même principe. Voilà. Les broches parallèles à l'axe toujours des dents. Et on fait ça. Ok. Voilà. Et en bas, on fait ça. Et maintenant, en dedans, on place comme ça. Et on fait ça. Ah, on fait pas comme ça. Non, on fait pas comme ça, malheureusement. Voilà. Mais c'est fatigant vos gestes là, docteur. Non, quand on n'est pas habitué, au départ, effectivement, c'est difficile. Mais il faut faire une éducation aux gens. Il faut leur expliquer comment ça se fait. Et les gens qui ont intégré ça, à un moment donné, ils le font aisément. En 3 minutes, ils ont fini de se brosser correctement avec cette technique-là. Très bien. Non seulement ils assurent un bon brossage, et puis ils ont la bonne technique.
Par contre, ceux qui ne le savent pas, bon, ils vont changer de brosse à dents régulièrement, ils vont faire la mauvaise technique et au bout, ils n'auront pas le résultat. Merci, docteur Diaby. Il est chirurgien dentiste et avec lui, nous parlions de l'importance d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et nous nous sommes attardés avec le docteur sur les techniques de brossage. J'espère que vous avez appris, chers téléspectateurs, autant que nous avons appris. À présent, je vous propose de passer à notre second invité. Il s'agit du docteur Jean-Paul Kwame et avec le docteur Jean-Paul Kwame, il est sexologue. Nous parlons d'un sujet assez tabou qu'on n'aborde pas tout le temps. Il s'agit de la masturbation. Avec le docteur, il paraîtrait qu'il y aurait des avantages à pratiquer la masturbation. Alors docteur, vous êtes sexologue. Je voudrais de prime abord qu'on définisse ce que c'est que la sexologie. D'accord. La sexologie, c'est l'étude scientifique de la sexualité humaine et de ses comportements. Cette discipline-là aide les couples à surmonter les difficultés de couple, aide les couples à trouver réponse aux questions qu'ils se posent sur la sexualité et aide aussi toute personne, qu'elle soit en couple ou pas, à apprendre à séduire. Très bien. Donc c'est un tout, hein, la sexologie. Voilà, apprendre à séduire. On l'appelle la science complète, puisqu'elle est au carrefour de plusieurs disciplines, dont la psychologie, la sociologie, la médecine. De plus en plus aujourd'hui, on retrouve la criminologie, la spiritualité même. Donc, c'est la science complète. Voilà, aujourd'hui, on a décidé de parler de la masturbation. La masturbation vue par beaucoup de religions dans l'Antiquité aussi comme quelque chose de mauvais, comme une maladie, comme un péché. Qu'est-ce qu'il en est pour vous en tant que sexologue? C'est quoi la masturbation? La masturbation est la recherche de plaisir sexuel en solitaire. C'est-à-dire la recherche de plaisir seul. Quelqu'un va se mettre quelque part dans sa cachette, va chercher à se faire plaisir sexuellement. Donc, elle est définie par l'attouchement des parties intimes, à savoir les seins, les fesses, le sexe. Voilà. Donc, une personne qui va se tripoter les parties intimes dans le but de rechercher un orgasme sexuel est en train de se masturber. Très bien, docteur. Ça c'est clair pour tout le monde. Lorsqu'on cherche du plaisir et qu'on le fait tout seul, c'est la masturbation. C'est la masturbation. Donc, il n'y a pas de masturbation possible lorsqu'on est en couple. Non, non. En couple, on ne parle pas de masturbation. Docteur, je voudrais savoir pourquoi certaines personnes... Pourquoi pour certaines personnes c'est important, ou bien je vais dire ça comme ça, pourquoi certaines personnes sont amenées à se masturber? Est-ce une maladie? Est-ce parce qu'on manque d'affection? Ou est-ce qu'on fait le choix simplement de ne pas vouloir tirer un plaisir en couple? D'accord, ça c'est une très belle question. Au début, la masturbation est avant tout un fantasme. Lorsque on est adolescent, pendant la crise de l'adolescence, entre 11 et 16 ans, c'est à cet âge-là que beaucoup d'adolescents découvrent la masturbation. Pour eux, on ne va pas parler rapidement de maladie et d'addiction. C'est d'abord comment chercher à... Parce qu'à cet âge-là, on n'a pas tout ce courage-là d'aller draguer. À cet âge, on n'a pas on n'a pas les moyens de décrocher celle qu'on veut. Donc, on va chercher à se faire plaisir seul. Mais il y arrive des temps. On va parler de maladie que lorsque cette personne va pratiquer la masturbation chaque jour ou plusieurs fois par semaine. En ce moment-là, on parle de masturbation. Il y a aussi des gens qui se masturbent en public. On les appelle les apodisophiles. Eux aussi, ils sont malades. Donc, il y a les cas de maladie, il y a les cas d'addiction, et il y a des personnes qui sont là juste pour se faire plaisir. Est-ce qu'on pourrait... Notre thème, c'est la masturbation, cause, avantages et inconvénients. Est-ce qu'il y a un avantage à se masturber, à chercher le plaisir sexuel en solitaire? D'accord. Il faut savoir que ceux qui se masturbent ne se masturbent pas à cause des avantages. La plupart ne savent même pas qu'il y a des avantages.
ils se masturbent juste pour se faire plaisir. Mais il y a des avantages. Et là, je parle en tant que spécialiste, je ne parle pas en tant que chrétien. Donc, je ne veux pas qu'on m'attaque. Excusez-moi, je ne veux pas que vous m'attaquiez chez vous. C'est ce qu'on m'a appris, je le relate ici. Donc, les avantages de la masturbation. Lorsque une personne se masturbe, sera toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Oui, parce que lorsque vous masturbez, votre cerveau va sécréter une hormone qu'on appelle l'endorphine, un peu comme un sportif. Et donc, vous serez tout le temps relax, content, comme si vous venez de gagner au loto. Lorsque vous vous masturbez, vous dormez bien. La masturbation combat l'insomnie. Voilà. La masturbation va combattre aussi le rhume. Le rhume. Oui, je parle pas de mais la docteur, grippe. là, vous êtes en train de dire à tous ceux qui souffrent de rhume, je vous encourage à vous masturber. C'est dangereux, docteur. Malheureusement, c'est ma responsabilité. Malheureusement, ça combat le rhume. Ça combat le rhume. Et là, je ne parle pas de grippe. Entendons-nous bien. Il ne faudrait pas dire que, il est passé, il dit que ça combat le rhume. Depuis 3 jours, je me masturbe, je ne guéris pas. Je n'ai pas dit grippe. Le rhume, c'est un... Docteur va... Donc, si une personne souffre d'un rhume, vous conseillez cette personne-là de se masturber, d'aller en pharmacie acheter des médicaments. Non, il peut aller en pharmacie. Il peut aller en pharmacie. Il peut aller en pharmacie. Mais ce sont les avantages, c'est l'un des avantages de la masturbation. La masturbation va combattre l'érection molle. Parce que le fait de ne pas avoir de rapport sexuel sur un long temps peut agir sur l'érection. Et donc, ça va tomber. C'est grave, quoi. Donc, le fait de le faire à tout moment, c'est un peu comme si vous apprenez à votre corps à être... à s'habituer à nouveau. La masturbation prévient le cancer de la prostate. Ah, là, docteur, là, ça devient... Bon, c'était sérieux jusqu'au début, depuis le début, mais là, ça devient un peu plus... Ça combat quoi, vous avez dit là? Le cancer de la prostate. Et là, le conseil qu'on va donner... Lorsque vous êtes issu d'une famille où le père, la mère, la tante, la fille est mort d'un cancer, dites-vous que vous n'êtes pas à l'abri d'un cancer et donc le cancer de la prostate. De la prostate dans le cas de l'homme et chez la dame, ça combat quoi? Le cancer du col de l'utérus, si on veut prendre l'équivalent. Non, le cancer du col de l'utérus, c'est un virus. Donc, la masturbation chez les femmes, ça ne guérit rien. Si, ça guérit. J'ai donné des avantages. Oui, mais je dis sur la zone sexuelle. Voilà. Non, sur la zone sexuelle, c'est seulement l'homme qui est plus avantageux. Et donc, la masturbation va prévenir le cancer de la prostate. Le conseil qui est donné, c'est d'éjaculer 21 fois chaque mois. Arrangez-vous, vous faites votre calcul. Et j'ai dit, si dans la famille, ça concerne plus des personnes qui sont issues de familles à cancer. Voilà. Donc, si votre maman est décédée d'un cancer, dites-vous que le cancer de la prostate peut vous guetter aussi. Et donc, pour prévenir ça, il faut se masturber. Vous pouvez vous masturber, mais vous pouvez avoir aussi, j'encourage à avoir des relations sexuelles en bonne et due forme. À défaut, c'est la masturbation qui peut vous sauver, quoi. Qui peut sauver. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez bien Business Matin Santé. Et là, je suis avec mon second invité, mon second consultant. Il est sexologue et c'est le docteur Jean-Paul Kwame. Avec lui, nous parlons des bienfaits de la masturbation et plus précisément de la masturbation causes, avantages et inconvénients. Et avec le docteur, nous venons d'apprendre tout à l'heure que... la masturbation permet d'échapper au cancer de la prostate. Oui. Alors, docteur, on va parler, si les avantages sont terminés, on va parler de l'inconvénient. Certaines personnes disent que la masturbation entraînerait certaines maladies, notamment la surdité. Voilà. Et puis, la folie, la tuberculose. Voilà. Ce sont des Qu'est-ce idées qu'il en reçues. est exactement? Ce sont des idées reçues. C'est tout simple. Au 19e siècle, cette pratique-là commençait à prendre de l'ampleur auprès des jeunes, surtout des jeunes garçons. Et donc, les religieux, les parents ont trouvé le moyen pour décourager ces enfants-là en leur disant que s'ils continuent, ils seront tuberculeux, fous, aveugles, sourds. Il n'en est rien de tout ça. Je ne suis pas en train d'encourager cette pratique-là,
mais je dis tout simplement ce qui est en vérité. On ne devient pas fou, on ne devient pas tuberculeux, on ne devient pas sourd en se masturbant. Au contraire, il y a des avantages que je viens de citer. À quel moment la masturbation devient un risque, devient un inconvénient? La masturbation va devenir un inconvénient, un problème, lorsqu'on va constater que cette personne, le sujet, se masturbe chaque jour. Ah, mais si ça guérit la prostate, le cancer de la prostate, ça guérit. J'ai dit 21 fois, je n'ai pas dit 30 fois ou 60 fois. Et donc, si vous allez au-delà de 21 fois, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Et lorsque vous masturbez chaque jour, et là je vais rentrer dans les inconvénients. 21 fois en semaine ou bien par semaine ou bien dans le mois? 21 fois par mois. Ok. Le mois fait 30 jours. Arrangez-vous à une masturbation par jour, c'est ça ou bien 2? Le calcul n'est pas bon. Une masturbation par jour, vous allez laisser au moins 7 jours encore, ou 6 ou 7 jours. Vous pouvez le faire 2 fois par jour, mais en tout cas 21 fois. C'est comme si vous avez une relation sexuelle. Normalement, voilà, normalement, lorsqu'on va avec un partenaire ou une partenaire, on ne fait pas un coup, on ressort. On fait 2 ou 3 pour être bien, pour être à l'aise avec cette personne-là. Et donc, vous faites le calcul. Si vous avez une chérie ou un chéri, vous faites le calcul. Si vous avez éjaculé 3 fois aujourd'hui avec votre partenaire, il faut faire le calcul pour ne pas dépasser les 21 fois par mois. Voilà. Et donc, la masturbation, je poursuis, vous dis que la masturbation peut avoir un problème. J'essaie de distraire le docteur avec mes rires, mais il est trop serein. Il continue dans sa chose et il explique sa chose. Mais bon, ok, docteur, on continue. Donc, quelqu'un qui va se masturber, il risque de faire monter de lait humide dans son cerveau à travers le geste. C'est quoi le geste d'abord? Je n'ai pas posé cette question parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais pratiqué la masturbation. Pour ceux qui connaissent, qui sont aguerris, bon, ok, bon, on va montrer la technique à ceux qui ne savent pas le faire. Non, je ne vais pas montrer de technique, je vais tout juste expliquer parce que si je montre de technique, ça sera un peu trop. Les injures vont se multiplier dans les salons là-bas. Donc, je vais tout simplement expliquer que la masturbation, se définit... C'est juste le fait de se tripoter les parties intimes. Donc, on peut se tripoter avec le doigt, on peut se tripoter avec un sextoys. Aujourd'hui, on voit des faux pénis, des faux vagins qui sont de plus en plus répandus sur le marché. Ce n'est plus rare comme il y a 10 ans en arrière. Donc, si vous introduisez, pour la femme qui va introduire un sextoys dans sa partie intime, on va dire qu'elle se masturbe. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, la masturbation, c'est la recherche de plaisir sexuel, mais en solitaire. Donc, le petit garçon, l'homme qui va utiliser une poupée sexuelle en solitaire, se masturbe aussi. C'est la masturbation voilà, aussi. C'est la masturbation. Ah, okay. Voilà, donc les inconvénients, c'est de le faire de manière exagérée, au-delà de 21 fois dans le mois. C'est ça. C'est tout. Hein. C'est le seul inconvénient. Non, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Un jeune de moins de 21 ans qui se masturbe atrophie sa prostate. Et donc, lorsqu'il va frapper aux portes de 40 ans, va se plaindre de prostatite. Il y a une grande conséquence. Voici si ça guérit le cancer de la prostate. Donc, s'ils m'ont insulté quand même, voilà. Voici aussi que je suis en train de parler des conséquences. Donc, lorsqu'un adolescent de moins de 16 ans a connu très tôt la masturbation et qui va la pratiquer chaque jour, arrivé un moment, n'aura pas un développement normal. Parce que chaque fois, ça sera un peu comme un drogué ou il aura toujours besoin de sa dose. Besoin de ça. Et chaque fois qu'il ne va pas faire, il sera de mauvaise humeur. Et donc, il va devenir un peu dérangé dans la tête. C'est quelqu'un qui peut frapper sa mère, qui peut crier sur son père. Qui peut même violer. Ou bien c'est exagéré? Non, c'est exagéré. On n'a pas encore enregistré ce cas-là. Non, mais il a toujours besoin de sa dose. Donc, dès qu'il voit, il saute. Et donc, il va devenir un peu foufou, comme on le dit. Et ça, c'est une des conséquences de la masturbation maladive. Voilà. Est-ce ces personnes-là sont récupérables? Est-ce qu'il y a un traitement pour les aider à revenir, à remonter la pente entre griffes? Oui. Si, bien sûr, il y a une condition. Si, bien sûr, le sujet se fait complice du personnel traitant. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bon, prenez tel comprimé pour faire baisser le taux de testostérone
produit par les testicules ou par les ovaires chez la femme et il va refuser ou bien il va tricher, eh bien, il ne va pas guérir. On va lui dire, bon, le médecin va lui dire, dis-moi la vérité, est-ce que tu as pu tenir pendant toute cette semaine-là? Alors qu'il l'a fait, il va dire non. En ce moment-là, il ne pourra pas guérir. Donc, la première condition, c'est que cette personne accepte. Et accepte et souffre. Parce que la souffrance aussi, c'est le signe que cette personne-là veut être guérie de cette addiction-là. Très bien, docteur. Oui. En tout cas, merci. C'est vraiment, on a appris beaucoup de choses sur ce plateau et chez nos téléspectateurs. Pardon. J'espère que avec le docteur Kwame, vous avez appris beaucoup de choses sur la masturbation. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses. J'ai retenu les inconvénients et les avantages. Ça guérit le cancer de la prostate, mais ça peut aussi créer la prostatite. La prostatite, voilà. Alors, nous marquons maintenant une petite pause et nous revenons avec notre troisième invité. De retour sur notre plateau avec notre troisième invité, il s'agit du docteur Bois Daniel. Il est coach en santé et pharmacien. Avec le docteur Bois Daniel, nous parlons de l'importance de l'eau pour la santé. Bonjour docteur. Bonjour. Vous avez bien suivi les choses. Très intéressant. C'est très intéressant. Très intéressant. Ok docteur, avec vous, comme je l'ai dit, nous parlons de l'importance de l'eau pour la santé. Docteur, ma première question, c'est pourquoi doit-on boire de l'eau? D'abord, on entend souvent dire que l'eau est source de vie. Donc, c'est la vie déjà. Et ensuite, chaque jour que Dieu fait, nous évacuons l'eau à travers les urines, à travers les selles, la sueur, la respiration. Même la température du corps, c'est l'eau qui est évacuée également. Donc, il est dit comme ça qu'il y a des quantités, c'est quantifié, ce qui sort du corps. Donc, il est intéressant, même obligatoire, de rééquilibrer la balance. Et le seul moyen de rééquilibrer la balance, c'est de boire. Ce n'est pas en nageant que l'eau rentre dans le corps, ni quand il pleut sur nous. C'est de boire. Il faut boire simplement pour que la balance soit équilibrée. Alors, docteur, nous sommes obligés de boire. Ok. Dans ce cas-là, quelle quantité d'eau faut boire? Parce que des gens comme moi, par exemple, qui boivent difficilement, j'ai reçu vos conseils. Il faut rappeler que le docteur est aussi auteur d'un livre qui encourage à boire de l'eau, les bienfaits de l'eau. Et je l'avais reçu déjà sur ce plateau. J'ai essayé de boire. Maintenant, je bois un peu mieux. Un peu mieux qu'avant. Voilà. Je voudrais savoir quelle quantité d'eau faut boire par jour. Parce que c'est pas aisé. Oui, c'est comme on l'a dit, tout s'apprend. Et la quantité d'eau à boire, d'après les données, dépend de notre poids. Donc, le calcul qui est fait, c'est 40 ml par kilogramme de poids. Donc, c'est un peu vague encore, mais on prend la moyenne de 115 kg. Quand on fait 115 fois 40, ça fait 3 litres par jour. Donc, ceux qui sont en moyenne à 100 kg, on est à 2,5 par jour. Et ceux qui sont au-delà de 100 jusqu'à 100, on est à 4 litres d'eau par jour. Voici les estimations de quantité d'eau que nous pouvons boire. Donc, vous voyez que quand on essaie de voir jour après jour sur un an, en termes de moyenne de ce que nous buvons, nous sommes en deçà, largement en deçà. Docteur, généralement, quand on veut boire, c'est quand on a très soif. Oui. Quand on veut boire, on a très soif. Et généralement aussi, quand il fait trop chaud, parce que nous sommes en Afrique, on boit de l'eau glacée. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir très soif avant de boire? Quel type d'eau boire? De l'eau glacée, de l'eau plate? Déjà, ce que vous devez retenir, avoir soif, c'est pour moi un péché. C'est-à-dire, si vous qui êtes femme, si lorsque votre riz est au feu et que vous sentez que c'est brûlé, c'est que c'est déjà brûlé. Donc, le corps qui manifeste sa soif, c'est que le degré du seuil est déjà largement dépassé. Nous devons avoir un comportement d'anticipation. Et c'est pour ça que je dis à mes clients, ne pas attendre on ne doit pas très attendre, soif parce que le corps en a besoin. L'histoire dit que les fonctions du corps, telles que la fonction respiratoire, la fonction digestive, toutes ces fonctions-là ont un caractère permanent. Donc, boire de l'eau ou manger doit être aussi permanent. On n'a pas besoin d'attendre que le corps manifeste. On doit anticiper au maximum.
comme on l'a vu tout à l'heure, en termes de dentition, nous n'avons pas attendre d'avoir les crises pour consulter les dentistes, on doit anticiper. Donc l'éducation, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait une répartition journalière de la quantité d'eau à boire pour que le corps s'habitue à ces arrivées d'eau pour en faire l'usage maximisé que le corps attend. Voilà, vous parlez de répartition journalière. Journée, voilà, comment ça se fait concrètement? C'est-à-dire que ceux qui font la cuve d'eau, je les félicite, mais le drame, c'est qu'ils vont boire 1 litre le matin et ce qui suivra après, ce n'est pas de leur ressort. Ils n'en font pas vraiment cas. Donc si quelqu'un fait son 15 kg qui boit 1 litre le matin, il y a un gap de 2 litres qui ne suivra pas, puisque pour lui, il a fait l'effort le matin. Voilà. Donc la répartition, c'est de faire en sorte, puisque les besoins du corps sont des besoins qui sont répartis tout au long de la journée, donc c'est de faire en sorte à boire de notre réveil jusqu'à ce qu'on aille se coucher, bien avant de se coucher, pour qu'on ait une répartition, on peut dire, équilibrée. Très bien. Voilà. Donc ce que je conseille, ce qu'il faut retenir également, c'est que normalement, quand nous mangeons, nous ne devons pas boire de l'eau. Ah, on boit l'eau à quel moment? 30 minutes avant de manger et 2 heures après le repas, parce que l'eau ne doit pas gêner la nourriture. Chacun a sa voie, comme on le dit, et l'eau arrive pour laver, la nourriture arrive pour aussi notre travail. Donc c'est 30 minutes avant le repas et 2 heures après le repas. Et donc la question que vous avez posée tout à l'heure sur l'eau glacée, le corps accepte mieux ce qui lui est proche en termes de température. L'eau glacée, c'est environ 2 à 8 degrés. Or, le corps est à 37 degrés. L'eau plate, c'est pratiquement 30-37 degrés. Donc, mieux vaut boire l'eau plate, comme on le dit, que l'eau glacée. Quelle qualité d'eau? La qualité de l'eau dépend. Hein. C'est-à-dire que si on est au village, le robinet sera la référence. Si on est à Abidjan, l'eau minérale sera la référence. Voilà, donc ça dépend. Mais l'idée, on dit l'eau potable. Il faudrait que l'eau soit potable, que l'eau ne soit pas source de maladie. Donc, une bonne eau. Justement. Et ce que je conseille, ce que j'ai remarqué, c'est que comme les personnes ne sont pas habituées à boire, c'est de leur monter une technique assez facile. Et j'aime bien les petites quantités. C'est-à-dire que lorsque la bouteille d'eau à boire est petite, ça donne plus envie, et par dose répétée. Comme ça donne, bien sûr, c'est ce que je conseille à mes clients. Là, on a 330 ml. Donc, j'ai dit à mes clients, prendre une fois, c'est insuffisant. On prend un et je vais dire 10 minutes après, on prend le second. On est pratiquement à 660 ml. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, c'est tellement facile. Et puis la bouteille est jolie. Voilà, c'est bien joli, c'est bien pratique. Et quand vous buvez, 660, en 4 prises, on est pratiquement à 2,5. 2,5. Voilà, donc je conseille en 5 prises doublées. 660 fois 5, on a environ à 3 litres. Et c'est facile. L'exemple, au réveil, on peut prendre 2. Ceux qui travaillent, arrivés au travail, on peut prendre 2 avant le petit déjeuner. Dans la zone de 11 heures, on peut prendre 2. 15 heures, on prend 2. Et lorsqu'on arrive à la maison, on prend 2. Ça fait les 3 litres et demi. Tranquille. Oui, on ne sent pas. On ne sent pas, non. Généralement, quand on a les grandes bouteilles, ça fait un blocage moral. Ça fait un blocage. Voilà, donc, moi, c'est ce que je conseille à mes clients de prendre les bouteilles de petit calibre et qui sont jolies. Qui sont jolies, qui donnent envie de boire. Voilà, et au fur et à mesure que vous buvez, le corps l'intègre dans son système de fonctionnement. De préférence non glacée. Non glacée, non glacée et en dehors des repas. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que comme j'enseigne que boire de l'eau est important, il faudrait aussi enseigner que boire de l'eau fera pisser, uriner. Donc, l'idée... C'est ce qu'on n'aime pas trop. Oui, l'idée, c'est que en fait, nous sommes obligés de boire. On n'a pas le choix que de boire. Mais c'est de boire sans être gêné. Donc, le conseil que je donne, c'est 1 heure avant toute activité. C'est-à-dire que si on quitte la maison pour aller au bureau, ou bien du bureau à la maison où il y a des réunions, ou au culte, bien à la messe, ou bien aller à la mosquée, 1 heure avant ces différents événements, c'est de ne pas boire de l'eau. Puisqu'on a 1 heure encore d'être à la maison, on a le temps d'uriner, puis on s'en va à nos occupations. Également, chez les femmes, ce que je tiens aussi à dire pour les femmes, c'est de ne pas retenir les urines. Voilà, vous êtes championne dans ça. Parce qu'on boit, on doit évacuer. On doit évacuer et on ne doit pas faire blocage aux fonctions du corps. Le corps a besoin d'être, je veux dire, d'évacuer. Donc, laissons le corps travailler pour nous. Merci beaucoup, docteur Daniel Bois. Il est coach en santé et pharmacien. Et avec docteur Bois, nous parlions de l'importance de l'eau pour la santé. Nous avons reçu sur ce plateau le docteur Diaby Mohamed, chirurgien dentiste, et le docteur Kwame Jean-Paul, sexologue. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Et merci de rester fidèle au programme de Business 24.
Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBCI.